Bonjour Fatou Élise. Bonjour. On va parler maintenant de sécurité humaine, qui est le sujet qui va nous intéresser pour les prochaines minutes. Je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première question. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux défis pour garantir l'accès des populations aux droits fondamentaux dans des contextes de crise prolongée ou de fragilité institutionnelle? Effectivement, merci pour cette question. Les conflits prolongés, les crises durables mettent les civils dans une situation de danger et les soumettent souvent à des situations de souffrance aiguë. Et dans ces contextes, il est crucial d'avoir une approche de la stabilisation, de la consolidation de la paix, du post-conflit et de l'aide qui ne soit pas sur l'urgence immédiate, mais qui soit plutôt dans réfléchir le long terme et qui ne soit pas dans des stratégies d'intervention qui soient en silo, parfois hors sol, déconnectés de la complexité des contextes. L'idée, c'est qu'il faudrait commencer à envisager, une sécurité humaine, comme elle a été, premièrement pensée à partir des années 2000, qui soit centrée, autour, de l'individu. Alors ceci pour, heu, premièrement garantir, l'accès aux soins, assurer, la sécurité alimentaire et potentiellement l'autosuffisance, des populations tant bien que possible, protéger les populations en danger, protéger leurs droits, les protéger des systèmes oppressifs, de la violence banalisée et maintenir, tant bien que mal, un cadre normatif, heu, juridique, porté par les droits humains fondamentaux et le droit international humanitaire. Dans ces contextes de crise, on sait qu'il y a évidemment un traitement très local des problématiques. Comment est-ce que l'on fait justement pour associer davantage les acteurs locaux et notamment la société civile, les communautés locales à la définition, à la mise en œuvre des politiques de sécurité humaine? L'approche par la sécurité humaine requiert une forte inclusion des organisations de la société civile et de fait une adaptation au contexte. Et il faut savoir que les organisations de la société civile, c'est eux qui portent leur contexte, la connaissance des dynamiques locales, de la culture, des sociétés, du fonctionnement des communautés, mais aussi en situation de crise, elles sont à même d'adapter les mécanismes de résilience. Ils doivent venir du local. Pour qu'il y ait une véritable transformation qui tende vers l'inclusion systémique de l'approche par la sécurité humaine et des mécanismes de résilience viables, surtout en situation de crise et de post-conflit, il est impératif d'interroger les dynamiques du pouvoir existant. Qu'est-ce qu'il existe? Qu'est-ce qui est déjà acquis au niveau local? Et les organisations de la société civile, pour cela, sont une ressource viable et sont nécessaires. Il est nécessaire non seulement de rentrer dans des dynamiques, dans des opérations de co-construction, de copilotage, de faire, du transfert, de 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 connaissances, du renforcement de capacité, de valoriser les savoirs existants et le savoir-faire local et aussi, de, valoriser, de soutenir les leaders locaux, les ambassadeurs de la communauté locale. Je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, puisque souvent en situation de post-crise, Mmh. finalement, le tissu de la société civile, locale a quasiment disparu. Donc finalement, on a dans un premier temps Mmh. une réponse qui est apportée par la société civile plutôt internationale. Comment est-ce qu'on parvient à recréer finalement ce tissu, des acteurs locaux de la société civile qui souvent ont été les premières victimes d'un conflit? Oui et surtout, déjà quand on pense le post-conflit, quand on pense la crise pour éviter, les dynamiques de résurgence, il est important aussi de réfléchir à la justice réparatrice et la justice réparatrice, elle est déjà aussi dans l'existant. Alors oui, le tissu social, le tissu politique, décisionnel est parfois déconstruit et fragmenté, mais il n'empêche que, des mécanismes de résilience viables peuvent être portés et garantie uniquement par les organisations de la société civile. C'est pour ça que le transfert de responsabilité décisionnelle au niveau local est important. Heu, on ne peut pas, aussi venir, dans un pays, sans connaître les dynamiques locales. On a besoin de référents. Heu et puis, encore une fois, l'approche par la sécurité humaine, elle est beaucoup centrée autour du besoin de l'individu. Comment savoir quel est le besoin de l'individu si on ne va pas l'interroger, si on ne va pas le visibiliser, si on ne va pas travailler avec lui et copiloter une sortie de crise avec lui? Pour reconstruire la paix, on a besoin de nombreux acteurs. On a même besoin que tous les acteurs finalement s'y mettent et poussent dans le même sens. Mais on sait très bien qu'en fonction de leur profil, ils n'ont pas tous la même place dans ces processus et dans ces dynamiques. À votre sens, quels sont les leviers pour renforcer la participation notamment des femmes et des jeunes, dans les dynamiques de paix?
Alors effectivement, les femmes et les jeunes, ils sont empreints à de fortes vulnérabilités. Et si on est très honnête, dans les pays, récipiendaires qui sont majoritairement des pays des Sud, les jeunes, représentent plus que la majorité de la population et les femmes sont empreintes à de fortes vulnérabilités, marginalisation, elles ne et faible représentativité. Hem, c'est que l'approche encore une fois, par la sécurité humaine, elle est inclusive, elle ne se limite pas simplement à l'absence de guerre. Elle englobe la protection des individus, hem, dans toute leur diversité et face aux multiples menaces. Tout ça pour, envisager de promouvoir leur dignité et pour y parvenir, heu, l'inclusion, de toutes tous les segments de la population est important et c'est pour ça que l'approche aussi par la vulnérabilité est importante. Ce que vit un homme, n'est pas ce que vit une femme, n'est pas ce que vit un jeune. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'inclure une approche intersectionnelle, qui prend en compte la diversité des dynamiques, des cultures, des identités, qui soit, inclusive. Ça peut passer en soutenant, des initiatives locales, de transformation des normes et des structures de pouvoir qui marginalisent les femmes, en soutenant, des cadres législatifs qui garantissent les droits des femmes et des jeunes, en adaptant des solutions, qui soient centrées sur les besoins spécifiques aussi des femmes et des jeunes. Donc ça passe aussi par des moments d'identification des besoins spécifiques. Ça passe aussi par la lutte contre l'impunité. Il est nécessaire que dans le cadre, de la coopération internationale, il faut se positionner. La neutralité et tout le narratif autour de la neutralité, face à l'impunité n'est plus viable. Il est nécessaire de se positionner et notamment lorsqu'il y a des violences sexuelles et sexistes et on sait qu'en situation de conflit et de post-conflit, les violences sexuelles et sexistes sont généralement la norme. On a vu dans certains contextes de conflits prolongés, notamment en République démocratique du Congo, heu, lors des moments d'accalmie puisqu'on on dit aujourd'hui, on estime que c'est un conflit intense, depuis le M23-2, sauf qu'en réalité, ça fait 3 décennies que les femmes sont victimes de violences sexuelles et sexistes. Elles sont préparées à vivre des viols, et finalement aujourd'hui, elles essayent de mettre en place des mécanismes de résilience locaux qui sont parfois, très fragiles. Ce que je veux dire par là, c'est que en moment d'accalmie, les femmes subissent des violences de manière banalisée. Donc en fait, tous ces contextes très complexes doivent être interrogés et pour ce faire, il faut intégrer les populations, extrêmement vulnérables, dans les mécanismes de réponse et soutenir les mécanismes de justice réparatrice. Merci beaucoup.